Vous êtes sur le podcast Foodpreneur, un podcast qui partage les expériences des entrepreneurs de l'alimentation. Je suis Elodie Bouscara et je suis moi-même à la tête de 3 entreprises dans le secteur. Dans mon parcours, j'ai été inspirée par de nombreux collègues indépendants, des traiteurs, des restaurateurs, des agriculteurs, des producteurs, mais aussi des fournisseurs d'emballage ou des transporteurs. Avec ce podcast, je pars à la rencontre des femmes et des hommes passionnés par le métier et qui vous livrent leur histoire et vous transmettent leurs conseils sans langue de bois. Chaque interview mettra en lumière une expérience personnelle et une problématique du secteur de l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue sur le podcast Foodpreneur. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast Foodpreneur. Marie-Gémine est une entrepreneure engagée dans le zéro déchet. Elle a fait de son engagement pour la planète un modèle économique en proposant des solutions de packaging en verre aux restaurateurs et marques alimentaires. Le réseau de l'Empoteuse continue de s'étendre en Belgique avec l'ambition de devenir la référence de l'emballage alimentaire consigné. Marie innove et trouve toujours des solutions logistiques pour ses clients, que ce soit en cuisine de livraison, en take-away ou pour les marques alimentaires. Même des glaces y passent. En plus d'être engagée dans la transition climatique, Marie s'engage aussi dans la transition écoféministe et revendique une autre manière de faire de l'entrepreneuriat. Je vous laisse écouter Marie de l'Empoteuse et vous inspirer de ce nouveau modèle d'affaires fondé sur l'économie circulaire. Salut Elodie, merci de me recevoir. J'ai travaillé pendant quelques années dans l'import-export et j'ai eu un petit bébé il y a quelques années et je me suis rendu compte à ce moment-là que l'urgence climatique, c'était des faits réels. J'ai vu les chiffres et j'ai comparé ça à la vie de mon fils et je me suis dit, tu peux pas continuer de bosser dans l'import-export quand tu sais ça, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Et j'ai décidé de mettre mes compétences à ce moment-là au service du zéro déchet pour faciliter et pour rendre confortable et facile la transition zéro déchet. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de lancer l'Empoteuse. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer en fait au début ? Quelle était ta vision pour l'Empoteuse ? J'ai découvert le zéro déchet donc à cette époque-là. J'ai commencé à aller faire mes courses comme on le fait tous, je pense, en préparant ces petits bocaux pour aller dans une épicerie zéro déchet, en préparant ces plats pour aller chez le traiteur, en réutilisant ces bocaux de confiture, ces bouteilles de jus autant que possible. Et je me suis rendu compte que c'était extrêmement chronophage et un peu complexe, et que ça me demandait du temps et c'était souvent des sacrifices sur mon confort personnel. Ce qui n'était pas un problème pour moi à ce moment-là, mais je me suis dit sur le long terme et quand j'aurai plusieurs enfants et quand ils iront au solfège et au karaté, ce sera pas du tout possible pour moi de devoir gérer toute cette petite logistique de petits bocaux. Alors j'ai réfléchi dans l'autre sens et je me suis dit ce serait intéressant que ce soit le commerçant qui propose des bocaux qu'on puisse utiliser, que ce soit un restaurant ou un magasin zéro déchet, ou même quand on achète une confiture ou un pot de miel, avoir déjà un bocal qu'on va pouvoir réutiliser, non pas 1 ou 2 fois, mais des centaines de fois, en le rapportant au magasin, en reprenant un autre, sans jamais mettre quoi que ce soit à la poubelle ou au recyclage. Pour ça, il a fallu aussi que j'ai une prise de conscience sur les impacts écologiques du recyclage, les imperfections terribles du recyclage, les pertes dans les cycles de recyclage. En fait, on nous vend un idéal en termes de recyclage, que ce soit du verre, du carton, du plastique. On nous vend des idéaux qui ne sont jamais réalisés. Et là aussi, quand j'ai pris conscience de ça, il a fallu trouver des solutions. Donc l'Empoteuse, c'est un peu une réponse à toutes ces questions-là. Et du coup, comment ça a démarré pratiquement ? Comment t'as fait concrètement pour lancer ce projet ? J'ai réfléchi pour voir comment ça pourrait être confortable et pratique pour tout le monde. Il faut que ce soit pratique pour les commerçants, il faut que ce soit pratique pour les consommateurs. Il faut aussi que le système soit persistant, puisse avoir une certaine pérennité au fil des années. Donc, il faut que ce soit pratique aussi pour moi et pour les personnes qui travaillent avec moi. Donc, l'angle de vue que j'ai adopté, c'est à tous les niveaux le confort des utilisateurs. Et pour ça, j'ai réfléchi longtemps au type de contenant que j'allais choisir. C'était très important pour moi qu'il soit à la fois très solide, très esthétique, mais aussi empilable. Il faut que les couvercles puissent être réutilisables, qu'ils puissent être facilement manipulables, que ça réponde à toute une série de normes techniques. Donc, j'ai réfléchi d'une part au choix des matériaux. J'ai beaucoup réfléchi aussi à la construction financière pour être sûr que ça tienne la route sur le long terme, mais en même temps, pas demander aux clients plus que ce qu'ils sont prêts à payer. Donc, j'ai fait une longue étude de marché à ce moment-là. D'accord. Et ça a duré combien de temps, tout ça ? 5 ou 6 mois, je pense. Et après ça, après cette étude de marché, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu as mis en place le système ?
À un moment, j'ai reçu une commande. J'ai un client que je salue aujourd'hui parce que c'est mon meilleur client, en fait. C'est la boulangerie L'Alternative qui m'a dit, Marie, je veux commander tes bocaux, c'est pour mettre mes pâtisseries. Il fait des pâtisseries sans gluten, donc il fallait que elles soient parfaitement protégées de tout contact extérieur. Il fallait qu'ils soient vraiment en sécurité et en même temps que ça reste esthétique, plus que du plastique. Donc on s'est lancé, hein. Il m'a passé sa commande. J'ai commandé vite mes bocaux. Donc là, moi, j'achète des palettes complètes et je distribue des petites quantités selon les besoins de mes différents clients. Et ça a été mon coup d'éperon. Après, ça s'est mis en place assez facilement parce qu'il y avait une forte demande. Il y a beaucoup de commerçants, beaucoup de restaurants qui ont déjà rêvé des systèmes de consigne, qui ont testé, qui ont essayé, chez qui ça n'a pas fonctionné. Et en voyant mon service, il y en a certains, dès qu'ils ont vu que j'existais, dès qu'ils ont appris que j'existais, ils n'ont même pas consulté mon site web. Ils ont tout de suite décroché leur téléphone parce qu'ils attendaient que j'existe pour pouvoir vraiment mettre ça en place. Donc, j'ai eu assez de confort la première année. Enfin, ça s'est vraiment assez bien mis en place pour beaucoup de personnes. Super, génial. Bah, c'est vraiment le déclic client qui a fait que tu as commencé réellement à travailler finalement, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et il y avait une forte demande des consommateurs aussi. Donc souvent, la consigne est poussée par les consommateurs dans une zone géographique où dans certaines clientèles, c'est les consommateurs qui vont tirer le gérant à adopter la consigne. D'accord, oui. Et du coup, comment tu fais pour communiquer justement sur ton service? Je vais souvent voir les gérants de magasins, les gérants de restaurants, personnellement. On passe pas mal de temps à analyser leur mode de fonctionnement à eux, dans leur clientèle, comment ça fonctionne. Est-ce que leur clientèle est fort fidélisée? Est-ce qu'ils ont un lave-vaisselle ou est-ce qu'ils veulent faire appel à mon service pour le nettoyage? Les deux sont possibles, mais on va vraiment construire le projet ensemble. Là, je travaille avec beaucoup de flexibilité selon vraiment les demandes et les besoins d'un client, parce que si j'arrivais avec des solutions toutes faites à copier-coller, je sais que ça ne fonctionnerait presque jamais. Donc, on va s'adapter aux besoins de chaque client. Et puis, ils choisissent un peu ce qu'ils veulent dans la gamme, donc ils ont aussi ce confort-là. Et du coup, pratiquement, tu as plusieurs systèmes de consignes et de services. Comment ça fonctionne? En fait, c'est un peu plus simple et un peu plus compliqué que ça. J'ai un seul système qui est le même pour tout le monde. J'ai toute une gamme de contenants qui sont consignés. Ça veut dire que vous pouvez les ramener n'importe où et vous récupérerez le même montant. Vous pouvez me les rendre à n'importe quel moment et je vous rendrai le même montant. Le montant est standardisé, les contenants sont les mêmes partout. Les étiquettes, tous les contenants portent des étiquettes qui sont les mêmes, qui sont celles de l'empoteuse. Et vous pouvez choisir tous ceux que vous voulez, mais si vous allez les nettoyer vous-même, vous allez payer moins. Et si vous les rendez à l'empoteuse, vous allez devoir payer le nettoyage à chaque utilisation. Donc le service s'adapte même pas d'un client à l'autre, il s'adapte d'un client à l'autre, mais il s'adapte même pour un même client en fonction de ses demandes personnelles et de ses besoins personnels. On peut imaginer par exemple un traiteur qui a un événement de 150 personnes à couvrir une fois, je peux lui prêter 150 contenants et puis les reprendre, les nettoyer. Et là, il va juste payer le service. Ou bien, on peut imaginer un glacier qui a beaucoup de travail en été et beaucoup moins en hiver, qui décide de nettoyer ses pots, il prend des pots de glace, il les nettoie lui-même en hiver, mais si c'est en été, il m'appelle et c'est moi qui les nettoie. Donc, on s'adapte vraiment à tous les types de commerce et même pour un commerce, on va s'adapter à son histoire personnelle. Donc, je me suis beaucoup adaptée aussi à tous les gens qui faisaient de la vente à emporter pendant le confinement et qui maintenant n'en font plus. Dans ce cas-là, je reprends les contenants. Donc, ça va vraiment se glisser dans toutes les possibilités. Donc, c'est hyper flexible au niveau de la clientèle et de ton service. Tu peux vraiment flexibiliser en fonction des besoins clientes. Ça, c'est super. Tu peux nous parler un peu plus de tes clients? C'est qui tes clients types? Au niveau des restaurants, on travaille avec beaucoup de petits restos indépendants avec peu d'employés. 3-4, peut-être un peu plus. C'est des petits restos qui travaillent avec des produits locaux en général. À Bruxelles, ils font partie de la Guilde Good Food. Je pense qu'ils en font tous partie. Et souvent, ils proposent des options, un menu assez limité, des options végétariennes. Ils ont toujours une très très grande attention à la fois à avoir des assiettes équilibrées avec des saveurs et des explosions de parfums, beaucoup de découvertes. On voyage sans voyager, en fait, parce qu'on reste souvent sur des produits locaux. C'est vraiment des restaurants avec qui, moi, j'ai un plaisir à travailler parce que j'adhère à 100% avec leurs projets. Puis c'est des endroits très conviviaux où on n'a pas vu la consigne comme une complexité, mais comme une réponse à une question nécessaire. Au niveau des magasins, donc les commerces qui vont utiliser mes consignes, on est sur des magasins zéro déchet en général. Donc, ils vont utiliser les consignes pour faciliter les courses zéro déchet pour leurs clients.
Et il y a aussi quelques petits producteurs locaux qui utilisent mes consignes. Donc, on a de nouveau, c'est des producteurs qui font des petits lots de production, qui réfléchissent bien, qui ont réfléchi en amont au choix du contenant et qui vont vraiment l'adapter pour bien présenter leurs produits, mais pour faire en sorte qu'il ait un impact écologique aussi minime que possible. Comment tu réponds à ceux qui font de la cuisine de livraison et qui utilisent à tout va du plastique et des contenants, parfois même ça peut être, ils sont un peu plus conscientisés, mais ils vont utiliser des contenants réutilisables, mais ça sera beaucoup de plastique et peut-être pas forcément des contenants qui seront biodégradables ou qu'est-ce que tu leur dis? Il y a plein de types de solutions pour les plats emportés. Il faut bien garder à l'esprit à chaque moment. Donc il y a le prix qui est toujours un facteur important. Il faut savoir que les contenants jetables en général, ça coûte plus cher sur 1 an, mais même sur 9 mois ou 6 mois d'utilisation, ça va coûter plus cher qu'un contenant réutilisable. Il faut bien garder à l'esprit aussi que les contenants sont très rarement recyclés. Les contenants qui sont en plastique, ils sont pas toujours triés. Et quand ils le sont, ils sont pas toujours recyclés. Et quand ils le sont, ils sont très rarement recyclés en Europe. Ils sont souvent exportés. Et là, les certificats de recyclage ne sont pas toujours valides, ce qui veut dire probablement qu'ils vont finir dans l'océan. Donc faites attention à ça. C'est une chose. Vous pouvez pas contrôler ce que les consommateurs font de vos contenants. Et puis sur le marché, on voit de plus en plus des contenants compostables ou dits biodégradables. Là, je lance un grand avertissement. Ces contenants ne sont pas compostés. Ils ne sont pas biodégradés. Nulle part en Belgique, il n'y a d'usine qui récupère et qui recycle ou qui composte ces contenants. Tout simplement, déjà les consommateurs en général ne les mettent pas au compost et quand ils sont mis au compost, ça finit par être incinéré. C'est une journaliste de BioInfo qui a vérifié ces informations-là il y a quelques mois. Donc c'est d'actualité, hein. Dans le meilleur des cas, on va réutiliser la chaleur de l'incinération pour chauffer un bâtiment, ce qui est quand même pas optimal en termes de recyclage. C'est mieux que rien, mais c'est pas optimal. Et en plus, ça coûte méga cher. On vous vend de l'écologie très très cher. Donc là, je lance un message bien clair. Si vous voulez faire quelque chose d'écologique, il y a des solutions qui sont moins chères et qui sont beaucoup plus écologiques et en plus qui respecteront mieux vos produits, qui vont respecter l'esthétique, le goût, qui vont avoir aucun risque de migration. Sur du verre, vous n'avez absolument aucun risque de migration et qui vont vraiment mieux présenter et vous donner une meilleure image que ces contenants-là. Tu parles de risque de migration, qu'est-ce que tu entends par là? Le plastique au contact des aliments, on sait quand même qu'on ingère une carte de crédit. C'était quoi une carte de crédit de plastique? Je ne sais plus sur quelle période de temps, mais même en faisant très très attention et même avec tous ces tests qui existent en Union européenne, on sait que ces tests existent, on sait qu'ils sont passés et malgré tout, on ingère encore une carte de crédit de plastique. D'où est-ce qu'il vient ce plastique? De ce qu'on mange et de ce qu'on boit. Donc, les migrations, toutes ne sont pas contrôlées. Certains éléments sont contrôlés dans certaines circonstances. Selon les pays, dans certains pays, on va contrôler au contact de l'huile d'olive, par exemple, ou au contact de l'eau chaude à 60 degrés, etc. On va pas tout contrôler en même temps dans tous les pays. Il y a pas mal de produits qui sont mis sur le marché et qui, quelques mois plus tard, sont interdits. Et donc, ces réglementations-là ne sont pas encore bien suivies. Maintenant, c'est un grand défi pour toi. Tu te lances comme indépendante principale parce que jusqu'à présent, tu étais indépendante complémentaire. Alors, comment tu vois les choses dans les prochains mois et les prochaines années? Oui, c'était un défi nécessaire parce que j'ai un autre boulot à mi-temps que j'adore, mais malheureusement, il faut un temps plein maintenant pour travailler, pour s'occuper de l'empoteuse. Il y a vraiment plein de boulot et plein de défis à relever. C'est un petit stress parce qu'il va falloir ramener un salaire entier avec le travail que je fais. En même temps, c'est un plaisir parce que je me lève avec le sourire en sachant ce que je vais faire de mes journées. Et en général, je prends beaucoup de plaisir à rencontrer mes clients et à faire mon travail. L'horizon, c'est d'aller plus loin en Belgique, donc d'étendre mon marché à plus de personnes, travailler avec plus de transformateurs alimentaires. C'est vraiment un projet que j'ai pour l'année à venir. Sur le très long terme, j'aimerais bien aussi étendre la consigne des bouteilles de bière aux microbrasseries qui, pour le moment, y ont rarement accès. Donc ça, c'est un projet qui est dans les cartons pour dans beaucoup plus longtemps. Ok, et comment tu vas réaliser ces projets? C'est quoi tes outils pour le faire? D'ici l'année prochaine, j'aimerais bien engager un commercial qui parle flamand
pour pouvoir aller dans l'autre moitié de la Belgique. J'aimerais travailler aussi avec les services publics. Moi, je reçois beaucoup de soutien de Bruxelles Environnement pour le lancement de mon projet dans l'Horeca, et je pense qu'on va pouvoir avancer, peut-être atteindre plus de public, un plus grand public, et vraiment, démocratiser le concept en l'étendant à plus d'établissements. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes projets actuellement, et notamment sur le projet BOC que tu mènes avec Bruxelles Environnement? Donc avec le projet BOC, c'est un collectif de restaurants qui veulent faire du zéro déchet, qui se sont rassemblés pour demander des subsides à Bruxelles Environnement pour mettre en place un réseau de contenants consignés. Et puis en fait, on a décidé de travailler ensemble. Donc ils se sont greffés à mon réseau. Ils font partie des clients de l'empoteuse, et les contenants qu'ils utilisent font partie de tout le réseau de l'empoteuse. Ils peuvent être amenés n'importe où dans le réseau. Et c'est un peu une phase test, en fait, un projet pilote, pour voir si un fonctionnement en réseau comme ça va vraiment apporter des bons retours. Quand on parle de retour, on parle vraiment de taux de retour des contenants, on parle d'adoption par la clientèle et du fait de bien ramener son contenant quand on n'en a plus besoin. Et jusqu'ici, le projet est assez bien validé. Donc on a sur les 10 restaurants, il y en a 4 qui sont fermés à cause du Covid, donc qui ont dû reporter le début du projet. Mais dans les 6 autres, on a des très très bons taux de retour. Il y en a qui ont des taux de retour jusqu'à 87% des contenants, ce qui est vraiment excellent. Et on est en train de valider aussi le fait, je vous en dirai plus à la fin de l'année, mais on est en train de valider aussi le fait que ça leur coûte moins cher probablement que s'ils avaient utilisé des contenants compostables sur toute cette durée-là. Ah, c'est intéressant. Donc, tu as déjà fait une étude d'impact de ça? Dans les restaurants qui ont un taux de retour supérieur à 75% et en utilisant comme prix de base le prix d'un contenant compostable qu'on a mis en moyenne à 30 centimes, parfois un peu plus, parfois un peu moins, on a environ 30 centimes avec le couvercle. À partir de 3 réemplois, le service de l'empoteuse est effectivement moins cher. D'accord, c'est intéressant ça. C'est super argument pour atteindre d'autres restaurateurs. Oui, je n'arrête pas de le dire. C'est très bien. Très bien. Donc toi, en fait, au final, c'est vraiment une manière on parle d'alimentation durable. Le packaging, ça fait vraiment partie de tout cet ensemble de comment manger mieux et en respectant la planète. On veut plus avoir des contenants ni réutilisables, ni ce qu'on dit compostables, qui ne sont pas vraiment compostables, mais on peut vraiment aller vers le zéro déchet tout en gardant une certaine praticité, que ça soit vraiment confortable pour l'utilisateur comme pour le restaurateur, quoi. Ouais. Ce que je pense, c'est que en enlevant le packaging, on peut s'enlever une petite partie de la culpabilité. On a toujours cette petite pointe de culpabilité quand on achète des plats à emporter au lieu de les avoir fait soi-même, parce qu'on se dit j'aurais pu faire ça moi-même. Mais j'amène plein de petites... je soulève de plus en plus cette culpabilité, parce que d'abord, on va choisir des restaurateurs qui sont locaux, qui travaillent avec des produits locaux, ce qu'on ne fait pas forcément déjà soi-même. Ils font un travail à partir de produits bruts, à partir de produits de saison, ce qui n'est pas toujours évident à faire soi-même non plus, au quotidien, 2 fois par jour. Et puis, en plus, on va générer des emplois en Belgique, puis en plus, ça va pas générer de déchets. Et en plus, peut-être qu'ils vont nous faire des bonnes découvertes, peut-être qu'on va adopter un peu plus facilement un régime flexitarien grâce à eux, parce que souvent, ils vont nous donner des très, très chouettes suggestions végétariennes auxquelles on n'aurait jamais pensé tout seul. Donc, c'est vraiment un ensemble, l'alimentation durable et le contenant consigné, chez moi, en tout cas dans la manière dont je l'observe dans les restaurants, c'est un petit indice qu'il y a un très très gros travail de fond qui a été fait par ce restaurant-là. C'est un petit drapeau qui dit regardez ici, on fait des trucs vraiment environnementaux. Ça a peut-être l'air superficiel, mais derrière, il y a tout un travail qui a été fait. On sait qu'il n'a pas fait ses courses chez un grossiste pas bio. On sait qu'il a réfléchi à son menu de saison. On sait qu'il a travaillé sur des produits bruts. Et le contenant consigné, finalement, avec sa transparence, il a aussi cet aspect un peu esthétique. Mais il va montrer tout ça aussi aux clients. On sait que t'es une femme, donc t'es une femme et entrepreneur. Il y a moins de femmes entrepreneurs quand même dans le milieu de la restauration. C'est souvent un peu un gros défi. Toi, comment tu vois cette conjonction entre être femme, être aussi maman et être entrepreneur? Comment tu gères ça? Quand j'ai quitté le secteur privé, je pensais que je quittais les discriminations à la rémunération.
Et c'est seulement 1 an après m'être lancée que j'ai appris la statistique fatidique qui dit que 95% des fonds attribués aux entrepreneurs sont attribués aux hommes et seulement 5% aux femmes, alors que les femmes représentent 30% de l'entrepreneuriat. Donc, on doit faire plus avec beaucoup moins de ressources. Il y a des injustices et il va falloir faire avec. On va devoir faire preuve d'un peu plus d'ingéniosité. Il va falloir se battre. Mais d'un autre côté, je me dis que le fait d'être maman et entrepreneur, moi, comme je l'ai expliqué tout au début, c'est le fait d'avoir mon fils et de visualiser le futur pour mon fils qui m'a donné l'impulsion et la motivation pour investir, pour entreprendre. Quand j'ai des doutes ou quand je suis fatiguée par la charge de travail, je me souviens que c'est pour une bonne raison que je le fais. Ça permet aussi de garder le cap au niveau philosophique et idéologique. Je sais que je le fais pour mettre moins de plastique dans les océans et pour mettre moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, je sais très, très bien où je vais. Et quand on me pose des questions un peu complexes, par exemple, est-ce que tu voudrais travailler pour des grandes surfaces qui sont à la recherche de tes compétences je réfléchis très, très vite. Je vois très, très vite avec mon instinct et mon intuition vers où ça va me mener. Donc, mes décisions sont assez rapidement prises à ce niveau-là parce que je garde toujours ce cap-là. Tu parles de challenge plus important pour les femmes. Et toi, comment, pratiquement et au quotidien, tu gères ces challenges qui sont plus importants en tant que femme? Tu parlais aussi des crédits. Comment tu as fait, par exemple, pour ton financement, pour ton projet? Financement, c'est assez crade. Le crédit a été co-signé au nom de mon mari. Donc, j'ai pris 4 rendez-vous à la banque et c'est seulement quand j'y suis allée avec mon mari qu'ils ont accepté de m'octroyer le crédit. Parce que mon mari a un meilleur revenu que moi. Et donc, ça, c'est dégueulasse. Je trouve ça vraiment insultant, humiliant. Clairement, la prochaine fois que j'aurai besoin d'argent, j'irai voir ailleurs. Mais les portes ne sont pas toutes ouvertes. Là, je veux applaudir le travail de Crédal qui soutient beaucoup l'entrepreneuriat au féminin. C'est sans doute chez eux que je vais aller voir. Mais voilà, c'est pas si évident. Pour le reste, quand tu dis comment est-ce que j'aborde ces défis-là, avec beaucoup d'indulgence, je pense que on peut pas sauver le monde tout seul avec une pelle et un râteau. Donc, il faut tolérer, accepter, faire ce qu'on peut et prendre du plaisir dans ce qu'on fait, je pense aussi. Sinon, on va perdre le cap. Donc, prendre du plaisir à rencontrer les clients qu'on rencontre, prendre du plaisir à manipuler les produits, à les découvrir, changer un petit peu, diversifier le travail quand on peut, et ne travailler qu'avec des personnes qui sont chouettes. En général, trouver des chouettes partenaires. Marie, on n'a pas parlé de ça encore, mais je pense que c'est intéressant de voir avec toi, c'est quoi ta vision par rapport à l'alimentation? Et on parle beaucoup d'alimentation durable, justement. C'est quoi ta vision, justement, de la logistique, notamment dans une grande ville, par exemple, comme Bruxelles, pour des restaurants qui veulent être dans l'alimentation durable? Le premier grand travail des restaurants, c'est d'acheter local et d'acheter des produits de saison. Je pense que les consommateurs doivent soutenir ça très très fort, pas seulement parce que c'est meilleur, on doit savoir que c'est meilleur pour notre santé aussi, et on doit se rendre compte combien c'est important pour l'économie de notre propre pays d'acheter local. Les emplois qu'on génère en achetant local, c'est des emplois qu'on ne doit pas payer au chômage. C'est des gens à qui on donne un boulot et tôt ou tard, c'est nous qui payons cette facture-là. Quand on achète local, savoir aussi qu'il y a des choses, il y en a beaucoup en Belgique qui poussent dans des serres chauffées, ça pollue 47 fois plus, ça demande 47 fois plus d'énergie que des choses qui poussent en pleine terre. Résister aux tomates au mois d'avril. Les tomates, c'est en juillet. Prenez du plaisir à manger des betteraves, prenez du plaisir à manger des carottes et des oignons. Et pour ça, les restaurateurs ont un travail à faire et ils le font très très bien, en tout cas ceux avec qui je travaille. Ils connaissent les saisons sur le bout des doigts et ils se font un plaisir de vous faire redécouvrir le panais ou les asperges ou les betteraves quand c'est le bon moment. Et c'est vraiment du plaisir sur toute la ligne. Un autre grand axe, c'est de manger moins de viande et manger plus de protéines d'origine végétale. Donc là aussi, les restaurateurs qui sont engagés durablement, ils mettent tous à leur carte un plat vegan, un plat végétarien et un plat carné. Et faites des découvertes, n'hésitez pas à aller goûter du tempeh et du tofu, vous allez vraiment prendre du plaisir, c'est sûr et certain. Et souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de devenir végétarien, vous pouvez avoir l'impact positif de manger moins de viande en n'en mangeant que 50% en moins. Et bien entendu, zéro déchet, il faut savoir que le plastique issu de la restauration à emporter, c'est un des 10 plastiques les plus présents dans les océans. Il faut toujours garder à l'esprit quand vous avez un objet en plastique en main, que vous allez l'utiliser pendant quelques minutes et qu'il va rester 500 ans dans la nature. Voilà.
Ouais, je pense qu'on a bien retenu la leçon. Il faudra qu'on fasse un peu plus attention maintenant quand on ira au restaurant et aussi par rapport à la restauration de livraison, de faire attention à tous ces contenants qu'on nous propose qui ne sont pas forcément compostables et qu'on peut vraiment avoir des alternatives comme l'empoteuse pour ça. Maintenant, une autre question. Tu connais Foodcom puisqu'on Oui. est ensemble et tu sais que ici, moi j'aide des entrepreneurs à développer leur communication et leur marketing pour qu'on les connaisse mieux sur le marché. On a discuté un peu avant cette interview des challenges que tu rencontrais au niveau de ta communication et ton marketing. Est-ce que tu veux bien nous en reparler maintenant ? Oui, moi j'ai une tendance naturelle à faire un peu des publications orientées vers le consommateur sur les réseaux sociaux. Sauf que moi, mon public cible, c'est les commerçants. C'est les commerçants et les transformateurs alimentaires. Maintenant, je n'ai pas forcément de bonne méthode pour aller chercher ces clients-là. Et on parle souvent de prêcher un converti, c'est ce dont tu m'as parlé tout à l'heure. C'est pas toujours évident de savoir qui est converti, qui est à convertir, et comment intéresser les clients sans leur prendre du temps s'ils ne sont pas investis déjà dans la mission. Ouais, alors ce que j'ai compris de ta problématique, c'est que tu devais vraiment proposer tes produits et tes services à chaque client en allant te rendre directement chez ce client et en expliquant ton service. Oui. Ça m'avait vraiment interpellée parce que ça prend énormément de temps et d'énergie, j'imagine. Et donc, je me disais qu'effectivement, un petit conseil que je voudrais te donner et dont vous pourriez bénéficier de vous en tant qu'entrepreneur de l'alimentation, c'est d'utiliser un peu plus le pouvoir du digital et de peut-être mettre sur ton site web déjà une présentation de ton service et j'avais même réfléchi à d'ajouter ça de manière un peu plus ludique, de faire des questionnaires par exemple à l'entrée sur ta page d'accueil, des petits questionnaires ou des petits tests, vous voyez ce qu'on voit souvent dans les magazines. Et on peut faire ça aussi sur un site internet en montrant quel type de service de consigne ces restaurateurs pourraient adopter et comment les adopter, et ce qui permettrait pour toi en tant qu'entrepreneur d'avoir des données sur les profils de tes clients et qu'est-ce qu'ils recherchent en termes de services de bocaux consignés, et pour eux d'avoir une approche plus ludique et plus intégrée de ton service et peut-être au final pouvoir être plus enclin à acheter tes services, quoi. J'aime bien cette suggestion parce que ça permettrait aussi assez rapidement de trier les clients qui sont vraiment investis dans leur démarche zéro déchet et ceux qui auraient juste voulu me rencontrer, voir les bocaux et puis dire non, finalement, je suis pas prêt à employer la consigne. Donc, j'aime beaucoup ton idée, en fait. Merci beaucoup, Élodie. Eh bien, écoute, j'espère qu'on va pouvoir implémenter ça dans les prochains mois. Et puis, si tu avais un dernier conseil à donner à tous les entrepreneurs qui écoutent ce podcast, est-ce que ça serait quoi exactement ? Je pense que ce qui est important quand on lance son activité, c'est de bien faire son étude de marché. Donc, être tout à fait au point de ce que les clients attendent. On vit dans des bulles et on sait ce que nous, on a envie de mettre en place, mais on ne sait pas ce que les autres sont prêts à payer. Donc, vraiment bien faire son étude de marché et se faire accompagner par les bonnes personnes pour faire ça correctement, pour être sûr que cette étude soit fiable et soit pas biaisée par ses propres croyances. Et puis après, on se lance les yeux fermés avec plein de confiance parce qu'on sait où on va. Ok, super. On va terminer sur ce mot de la fin, d'aller vraiment retrouver les clients et de leur poser des bonnes questions pour pouvoir faire une bonne étude de marché. C'est ça, le nerf de la guerre, pour pouvoir lancer un bon projet, comme tu dis, les yeux fermés. Faut quand même pas trop fermer les yeux, mais en conscience en tout cas. Voilà, je te remercie beaucoup, Marie. C'était beaucoup, super Élodie. Intéressant, super inspirant et j'espère que ça va inspirer d'autres entrepreneurs aussi à lancer leur projet et à adopter la consigne. Bonne journée, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Foodpreneur. Pour tous vos projets d'emballage consigné dans l'alimentaire, vous pouvez contacter Marie sur son site web www.lempoteuse.be ou sur les réseaux sociaux. Si cette histoire vous interpelle, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également déposer un avis sur votre plateforme de podcast pour m'aider à le diffuser. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures Foodpreneur.